Automaticien, mathématicien, informaticien, physicien. Voilà, un peu transversal. Très transversal. Qui parle un peu en avance par rapport au programme, pour des raisons de... La raison, c'est que j'aimerais bien que mon ancien professeur de mon jour entende ça, parce que... Et en fait, c'est pas très... Je suis désolé, mais ça tue un peu la cohérence de la journée, parce que avec Hugo, on a des choses à dire sur la géométrie de M. Petitot. Mais en même temps, comme M. Petitot parle plus tard encore dans la journée, on va retrouver une cohérence plus tard, donc c'est pas très grave. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'images dans ce que je raconte, pas beaucoup de visions, mais il y en a un peu quand même. Quand vous le... Voilà, c'est le deuxième titre de mon exposé. Je reviens en zéro gravité. Parce que, en fait, donc, d'où ça vient ce truc? Alors, il y a essentiellement, donc moi-même, Bastien Bérec, qui est mon étudiant, qui est... donc, c'est une thèse qui a été financée par le CNES. Et alors, le problème qui était posé, c'est donc, le comportement humain dans les vols spatiaux de longue durée. Comment, qu'est-ce qu'il y a comme dégradation éventuellement à long terme du comportement humain par rapport au mouvement, qu'est-ce qui va se passer en zéro gravité pour les mouvements humains, comment les gens vont dégénérer s'ils restent très longtemps en zéro gravité dans l'espace. Et donc c'est avec aussi Frédéric Jean de l'ENSTA. Alors on a deux papiers. Donc un dans PLOS Computational Biology, puis un autre dans Differential, qui présente les aspects plus biologiques et un autre plus les détails mathématiques, dont je vais faire présent à mon professeur. Je suis ému. Fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Et en plus, on a publié dans PLOS, tu vois, à quelques mois de distance, comme on dirait. Ouais. Alors, et Kepes parle dans le machin d'à côté. Ah bon? Genre, il veut te voir à midi. Alors donc, en fait, le deuxième titre, il est dû au fait que pour faire ça, on a fait un certain nombre d'expériences dans des vols paraboliques. Et en fait, je devais participer au premier vol parabolique et par chance, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas disponible ce jour-là. Mais quand mon étudiant m'a appris comment ça se passait, j'ai renoncé à y aller, parce que c'est vraiment ça. Il y a 25 paraboles successives qui sont faites. À chaque fois, on est à peu près 30 secondes en zéro gravité. Et le vomi en zéro gravité, c'est quelque chose de vraiment très, très désagréable. Je vous laisse imaginer. Alors, en fait, il s'agit des... On a étudié ce que font tous les gens qui font de la biomécanique en premier lieu, les mouvements de pointage du bras, qui sont des mouvements de pointage rapides. Donc on pointe un objet, on part d'une certaine position, et puis il y a un point lumineux, et il faut aller pointer sur le point lumineux dans une certaine durée assez brève. La durée des mouvements de pointage naturel, c'est de l'ordre de 0,4 secondes. Évidemment, pour la vision, c'est le problème des saccades des yeux, qui sont extrêmement rapides, elles aussi. Et je dirais peut-être plus que quelques mots là-dessus à la fin si j'ai le temps, parce que cette conférence, ça m'a donné l'occasion de réfléchir un peu au problème de saccades des yeux. Donc, c'est sensiblement pas différent de ce qui se passe ici, mais un petit peu. Donc, il s'agit de savoir ce qui se passe dans ces saccades, en particulier le problème, le problème, c'est en gros de dire, ça part de l'hypothèse que le système nerveux central va minimiser quelque chose, va minimiser une certaine fonctionnelle. C'est l'hypothèse, la seule hypothèse que je fais. Le système nerveux central minimise une fonctionnelle. Et alors, partant de cette hypothèse, je vais démontrer, et je vais vraiment démontrer mathématiquement, et en me basant sur des observations, mais ces observations, que je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs. Voilà.
Voilà les observations. Donc ça c'est à 1 degré de liberté, c'est-à-dire qu'à Guantanamo, le prisonnier il est attaché, là le bras est rigidifié complètement avec un truc. Donc il a des capteurs qui sont plantés dans les muscles, hein, et il doit faire le mouvement de pointage, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on observe? Donc en haut c'est donc le profil de vitesse, ça dure 0,4 secondes. Hein. Et les signaux qui sont là, c'est des signaux électriques qui mesurent l'activité des muscles, c'est des signaux électromyographiques. Et alors, les profils de vitesse sont comme ça, c'est assez naturel pour un mouvement vers le haut. Hein. Quand vous faites un mouvement vers le haut, ben, vous partez à vitesse nulle, la vitesse augmente, vous arrivez à vitesse nulle. Donc on observe pour un mouvement vers le haut un profil de vitesse qui est comme ça, avec un maximum de vitesse qui est toujours légèrement avant le milieu. Pour un mouvement vers le bas, il est toujours légèrement après le milieu, c'est 0,47. Et un tout petit peu après donc le maximum, il y a une fenêtre qui fait, pour un mouvement de 0,4 secondes, un mouvement de pointage de 0,4 secondes, il y a une fenêtre de 20 millisecondes pendant laquelle tous les muscles, ici c'est un mouvement à un seul degré de liberté, mais il y a quand même une activité, donc il devrait y avoir une seule paire de muscles qui compte, à chaque fois il y a un muscle agoniste et un muscle antagoniste, il devrait y avoir une seule paire de muscles qui compte, mais en fait il y a des activités résiduelles probablement dans l'autre paire de muscles quand même si le bras est attaché. Hein. Donc, et on observe très très nettement, pendant ces 20 millisecondes, une période où il n'y a rien. Les muscles sont... Il n'y a aucune activité musculaire, ni sur les muscles agonistes, ni sur les muscles antagonistes, et aucun de ceux qui interviennent dans le mouvement. Voilà. Alors ça, c'est pour un mouvement vers le haut, ça, c'est pour un mouvement vers le bas, ça, c'est des essais à 1 degré de liberté, hein, et donc maintenant, ça, c'est des essais à 2 degrés de liberté, c'est-à-dire maintenant l'articulation est libre. Alors là, on observe aussi ces périodes d'inactivation, hein, où il ne se passe rien, il y a zéro activité musculaire, mais cette fois, elles ne sont pas au même moment pour les deux articulations. Mais elles ont à peu près la même durée. 20 millisecondes, en gros, quelque chose comme ça. Voilà. Et quoi, évidemment, pour le mouvement, il y a la même légère dissymétrie du profil de vitesse. C'est exactement la même chose. Donc je veux expliquer cela. Et en particulier, donc, peut-être je dois, avant de dire ça, donc dire comment ça se passe en fait, hein, dans ces expériences. Donc le temps, la durée du mouvement est spécifiée. Il faut qu'elle soit assez brève. Sinon, si elle est trop longue, et ça colle très bien avec la théorie aussi, si elle est trop longue, on ne voit plus ces inactivités musculaires. Hein. Donc il faut que ce soit des durées assez brèves. Pour des durées plus longues, dans les mouvements de pointage, ça n'apparaît pas. Alors les sujets donc, sont attachés pour des mouvements à 1 degré de liberté, et ils apprennent à pointer. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont un bip de départ, un bip d'arrivée, et ils ont des points lumineux, et on leur fait apprendre pendant un certain moment, hein, pendant un certain temps. Et donc au bout d'un moment, ils ont appris, et à ce moment-là, on fait les mesures. Et on a fait ces mesures donc sur la Terre, et puis on a fait ces mesures aussi en zéro gravité, donc dans des vols paraboliques. Alors, donc la durée du mouvement est fixe, hein, de l'ordre de 1 demi-seconde, et si c'est plus, ça change. Et bon, alors 1 et 2 degrés de liberté on a fait essentiellement. Alors, voilà, ces phénomènes. Alors, qu'est-ce qui se... Tout est basé, en fait, dans notre réflexion sur l'observation de ces périodes d'inactivité. Et en fait, j'avais prouvé un théorème, qui est un théorème de biomécanique. Je pense, j'espère vous convaincre, c'est vraiment un théorème. La présence de ces périodes d'inactivation prouve que c'est quelque chose de très naturel en fait, qui est minimisé. Ça prouve vraiment. Donc ça prouve vraiment dans le sens où
ce que je démontre, c'est la chose suivante. C'est que pour que de telles inactivations, pour que de telles périodes d'inactivité apparaissent, quand on minimise une fonctionnelle, il faut absolument que cette fonctionnelle soit d'un certain type particulier. Et ça, donc, derrière ça, donc, il y a un outil mathématique. L'outil mathématique, c'est la théorie de Thom. C'est le théorème de transversalité de Thom, essentiellement. Donc, je parlerai dans un moment, qui va permettre de démontrer que la fonctionnelle très naturelle, je vais vous la montrer dans un moment, les fonctionnelles qui m'intéressent, ça ne peut pas être autre chose que ça qui soit minimisé. Ces périodes d'inactivation font que la fonctionnelle qui est minimisée doit être tout à fait spéciale. On démontre ça avec le théorème de transversalité. La deuxième chose, c'est que cette fonctionnelle qui est minimisée maintenant, une fois que je l'ai mise en évidence, eh bien, effectivement, elle produit de ces inactivations. Elle les produit pour des mouvements de pointage assez brefs, et elle ne les produit plus pour des mouvements de pointage longs. Et elle les produit exactement au moment où c'est prévu, avec exactement la durée prévue. Donc c'est vraiment une condition nécessaire et suffisante. Alors évidemment, dans la deuxième partie, la réciproque, la première partie, c'est ces inactivations font que la fonctionnelle est de tel type. Ensuite, pour une fonctionnelle de tel type, on va avoir vraiment une coïncidence avec les expériences. Ce qui permet de démontrer ça, il y a deux ingrédients en fait. Les deux ingrédients, c'est le principe du maximum de Pontryagin, dont je parlerai pendant un moment. Mais pour être le principe du maximum de Pontryagin, précisément, dans sa version de base, ne s'applique pas aux fonctionnels que je veux minimiser. Il faut une version un petit peu améliorée du principe du maximum de Pontryagin, qui est le principe du maximum de Clark. Et donc, essentiellement, il faut faire un peu d'analyse non lisse pour prouver ça. Donc, qu'est-ce que... je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Voilà. Donc, ce qu'on observe essentiellement en résumé, ce sont des asymétries et puis ces inactivations qui sont toujours simultanées pour les muscles agonistes et antagonistes. Hein. Voilà. Et dans le cas à 1 degré de liberté, pour tous les muscles de toutes les articulations. Alors, les modèles, c'est des modèles de la mécanique, hein, c'est extrêmement simple. Donc, vous avez un Lagrangien qui est donc l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Vous écrivez les équations de Euler-Lagrange. Hein, c'est de la mécanique classique. Et puis, à un moment donné, c'est bien utile de passer dans le formalisme hamiltonien. Donc, il faut prendre la transformation de Legendre. Et alors, donc, on a le hamiltonien, qui est l'énergie totale. Alors, on a une équation qui est de ce genre. Donc, c'est des équations de Hamilton-Jacobi. Il y a un hamiltonien, x point égale dh sur dp, p point égale moins dh sur dx, plus des termes de force extérieure, plus des termes de... Alors, ça peut être les frottements, par exemple. Hein. Et le taux, donc, c'est les couples appliqués aux articulations. Et en fait, donc, le travail des forces extérieures, c'est exactement la variation de l'énergie totale à la fin. Donc les équations sont de ce type. Les couples appliqués, c'est le taux, ici. Hein, et le travail des couples, c'est cette expression. Alors, supposons qu'il n'y a pas de frottement, c'est juste l'intégral, c'est juste le travail des forces extérieures, dans ce cas-là, n'est-ce pas? Alors, maintenant, ce qui est intéressant de considérer, c'est le travail absolu, parce que quand vous faites un mouvement, vous faites travailler une force, si vous la faites travailler vous poussez dans une direction, le travail va être compté en positif, hein, et vous poussez dans l'autre direction, le travail est compté en négatif, et à la fin, le travail total, c'est éventuellement 0, n'est-ce pas? Et ça, d'un point de vue physique, c'est absolument pas raisonnable, parce que l'énergie qui est dépensée, c'est pas le travail, c'est l'intégrale de taux x point, n'est-ce pas? Bon, taux, c'est le couple
Et x point, c'est la vitesse, donc x point dt, c'est le déplacement, hein, donc ça c'est le travail du couple. Donc ce n'est pas l'intégrale de taux x point, mais c'est le travail absolu. Donc l'intégrale de valeur absolue de taux x point. Il faut compter l'énergie dépensée dans un sens positivement et dans l'autre sens positivement aussi. N'est-ce pas? Oui. Le n, c'est pas un gradient de potentiel. Non. Non, c'est des frottements. Mais il n'est pas gênant, le n. Comme je l'oublie, mais c'est pas... La théorie est valable quand même. Donc, le travail absolu, absolutoire. Alors, évidemment, quand on a plusieurs articulations, eh bien, le travail absolu, c'est la somme des travails absolus de tous les muscles, de tous les couples effectués sur toutes les articulations. Donc, en particulier, on va le voir plus loin, si on a des muscles agonistes et antagonistes, c'est pareil, il faut compter la somme de vraiment le vrai travail absolu. Alors, c'est là où c'est un petit peu embêtant parce que, précisément, on calcule cette valeur absolue, elle est bien embêtante, hein, parce que la valeur absolue de x est une fonction qui n'est pas différenciable, mais qui a quand même le bon goût d'être lipschitzienne, c'est-à-dire d'avoir des dérivées bornées, n'est-ce pas, hein? Et le calcul des variations, habituellement, on fait ça plutôt avec des fonctions qui sont différenciables, hein? Sinon on est embêté pour faire des variations. Sauf qu'il y a le principe du maximum de Clark, qui est précisément fait pour faire du calcul des variations avec des quantités qui sont lipschitziennes, c'est-à-dire qui sont éventuellement pas différenciables. Donc, le deuxième ingrédient, ça va être ça. En fait, en réalité, donc, ce que les coûts qui m'intéressent, en général, donc, ce qu'on peut penser, ce qu'on a envie de penser, hein, c'est que ce qui est minimisé par le système nerveux central, ça prend certainement en compte le travail absolu. Donc on a envie de penser que le système nerveux central minimise un espèce de compromis entre le travail absolu et autre chose. Cette autre chose étant un terme qu'on appelle terme de confort. Voilà. Alors je dirais plus loin ce que c'est que ce terme de confort. Alors, encore quelques petits détails. Donc, les couples, en général, à chaque articulation, à chaque fois qu'il y a un muscle agoniste, il y a un muscle antagoniste. Le muscle, il y en a un qui tire dans un sens, mais son action est doit toujours être comptée positivement. Le muscle antagoniste, il tire dans l'autre sens. Donc, ça doit être compté négativement, et le domaine des contrôles, en première approximation, c'est une espèce de pavé qui est de cette forme. Hein. Les valeurs donc, du couple par les muscles agonistes, et puis les valeurs des couples appliquées par les muscles antagonistes sont dans des domaines bornés en première approximation. Ça n'aura pas d'importance dans un deuxième temps. Hein. Mais à chaque fois qu'on a un muscle agoniste, on a un muscle antagoniste, et on doit compter le travail absolu en positif, le travail dépensé sur chaque, n'est-ce pas? Et le Clark, c'est l'élève de Rockefeller. Absolument, oui. Qui a fait, il y a une quinzaine... Qui est prof à l'ENS. Qui est prof à l'ENS, oui. Et qui a fait la dérivée de Clark. Exactement, donc que je vais utiliser dans un instant. Voilà. 3 ingrédients essentiellement, donc la théorie de la transversalité de Thom dans un sens, le principe du maximum de Contryagin dans un autre sens, et sa généralisation en utilisant la dérivée de Clark. Alors, vous voyez, quand on a donc l'action totale en fait correspondant à un agoniste et un antagoniste, c'est U1 moins U2, le couple total, et il faut bien entendu considérer donc le travail absolu de chacun des termes. Et en gros, ce que disent ce que disent pas d'ailleurs les gens qui font de la biomécanique, parce qu'ils n'ont jamais considéré vraiment le travail absolu, parce que ça leur pose des problèmes de mathématiques pour minimiser ça. Ils ne savent pas trop faire du calcul des variations avec des valeurs absolues. Alors,
le type de terme de confort, de compromis qu'ils considèrent en général. Ils considèrent évidemment quelque chose qui ressemble au travail absolu chez eux, mais ils ne savent pas le faire parce que c'est pas dérivable. Et techniquement, calculer avec ça, mathématiquement, c'est pas évident. Mais assez souvent, il y a un truc qu'ils appellent le jerk. Donc, ils font le compromis. Donc, par exemple, il y a des gens qui s'amusent à minimiser exactement le jerk. C'est-à-dire, c'est l'énergie de l'accélération. On intègre l'accélération K. C'est la secousse. Il paraît que ça fait mal quand il y a une grande secousse et que donc ils essaient de. C'est une idée raisonnable qu'on essaie de ne pas avoir mal, donc de minimiser la secousse. Voilà. Donc il y a plein de travaux sur le minimum jerk qui précisément ne donnent pas ces résultats-là, et ça va être clair pourquoi dans un moment. Alors, bon, on peut faire les calculs complètement. Alors, 1 degré de liberté, c'est vraiment très simple. Le modèle est très simple, n'est-ce pas? C'est un pendule avec un contrôle. Hein? Le modèle à 2 degrés de liberté, c'est un double pendule. Hein? Alors, ça, c'est la gravité, hein, ça, bien sûr. Hein? C'est le double pendule, donc il faut se fatiguer un petit peu pour écrire les équations de Lagrange, déjà. Mais bon, pas tant que ça. Et on arrive. Alors, l'exemple intéressant, c'est celui-là. C'est si on considère des mouvements de pointage à 1 degré de liberté avec des petits angles. À ce moment-là, on peut considérer le pendule linéarisé. On arrive à un truc extrêmement simple, un système linéaire. Et là, on peut faire tous les calculs explicitement. Donc, académiquement, c'est intéressant parce qu'on a toutes les formules explicites. Dans le cas général, j'ai bien évidemment pas, je démontre un théorème, j'ai évidemment pas de formule explicite, mais si on fait l'hypothèse des petits angles, on a des formules explicites. Alors les petits angles à 2 degrés de liberté, c'est pareil, on peut à peu près faire les calculs explicitement, presque entièrement. Voilà. Alors, donc, la première partie donc, du travail, c'est le suivant. Je suppose qu'il y a une certaine fonctionnelle qui est minimisée. Donc je me fixe un système hamiltonien comme ça, de ce genre, un système mécanique, qui est par exemple le système à 1 degré de liberté ou à 2 degrés de liberté, qui est donné, il est fixé, c'est le corps humain. Il est fixé. Et mon hypothèse est que donc, le système nerveux central minimise un coût intégral, une certaine fonctionnelle de ce type. Donc qui est une fonction, donc des positions, des vitesses, et des couples appliqués. Par exemple, quand ils veulent faire le minimum jerk, bien évidemment, le contrôle qu'on met entre en ligne de compte. Hein? Et puis, si je veux faire le travail des forces, ben, les forces interviennent dans le coût. Donc, on suppose qu'on minimise un coût de cette forme. Et alors, on dit très bien, c'est du calcul des variations. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf que si on minimise un coût de ce type, et si on veut faire du calcul des variations, il faudrait bien que ce coût soit différenciable. Et il faudrait aussi que ce qui est dans le système soit différenciable, mais c'est un système mécanique, ça l'est. Il faut que ce soit lisse. Et précisément, si on veut minimiser quelque chose comme le travail absolu, par exemple, c'est pas lisse. Mais là, si c'est juste le travail absolu, c'est pas très grave, parce que le principe du maximum directement de Contryagin va marcher quand même, en utilisant dans sa version initiale. Mais alors, donc, le premier théorème, c'est le suivant. Donc, je suppose donc l'inactivation, c'est quand tous les contrôles sont à 0, n'est-ce pas, hein? Donc, U égale 0, toutes les composantes de U sont nulles, c'est l'inactivation. Je suppose qu'évidemment, les bornes supérieures et inférieures des contrôles ne sont pas 0. Hein? Parce que, bien évidemment, le fait d'être saturé, c'est un phénomène complètement naturel qui peut se produire. Donc, j'exclus les saturations. 0 doit être dans l'intérieur des bornes du domaine de contrôle global. Donc, je suppose simplement que quelque chose est minimisé et que les inactivations, ça se situe dans l'intérieur du domaine des contrôles. Et je suppose que ce coût, alors, et je démontre le théorème suivant, hein, en utilisant précisément. Alors il y a une topologie, il faut mettre une topologie sur les coûts.
Une topologie standard qui est pratique en topologie différentielle, c'est la topologie de Whitney. Bon, c'est pas forcément très important d'expliquer ce que c'est la topologie dans laquelle, quand on fait ce genre de travail, on travaille là-dessus. C'est une topologie qui s'intéresse non seulement aux valeurs des objets, mais aux valeurs de toutes leurs dérivées successives. Et en particulier au comportement à l'infini des valeurs de ces dérivées successives. Mais c'est un coup complètement naturel en topologie différentielle. Et alors à ce moment-là, donc, mon premier théorème, c'est que si ici, on met quelque chose de lisse, de C infini, alors il ne peut pas y avoir d'inactivation. Plus exactement, très précisément, l'ensemble des coups tels qu'aucune inactivation n'apparaît est un ouvert dense dans cette topologie de Whitney. Alors ça veut pas dire exactement que ça ne peut pas apparaître, mais ça veut dire que les coups pour lesquels ça apparaît, si ça apparaît, c'est un phénomène qui est physiquement instable. N'est-ce pas? Parce que dès qu'on perturbe un petit peu, les inactivations vont disparaître. Donc c'est absolument pas raisonnable d'un point de vue physique. Donc ça c'est un bon théorème, et donc c'est la première chose que je prouve, c'est que pour que ces inactivations apparaissent, il faut absolument qu'il y ait de la non-différenciabilité à cet endroit-là. Et la non-différenciabilité typique, eh bien, c'est la valeur absolue qui est dans le travail absolu. Alors, pour démontrer ça, il faut utiliser le théorème de transversalité de Thom pour vous donner un petit peu une idée du genre d'outils qu'on manipule. Donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de transversalité de Thom? Il dit la chose suivante. Vous avez un certain ensemble grand F, c'est l'ensemble des coups qui est possible, l'ensemble des coups possibles. Vous avez un certain espace, c'est l'ensemble des X, des Y et des U. Voilà. Et chaque coup, un petit f qui appartient à f, c'est une fonction à valeur dans R, même dans notre cas, en général, les coups sont positifs, c'est une fonction à valeur dans R+. Donc ça, c'est l'ensemble des coups possibles, c'est toutes les fonctions. C'est des fonctions, chacune d'entre elles est une fonction de x, y et u, et ça va dans R. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de transversalité de Thom? Il dit la chose suivante. Il dit que, alors, il faut considérer un objet qui est un petit peu bizarre, qui est le fibré des KG de ces objets. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le fibré des KG? C'est un grand mot, mais c'est pas tellement compliqué. Donc c'est un espace fibré, comme M. Petitot a parlé ce matin. La base de ce fibré, c'est cet espace-là. Et la fibre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la fibre? Dans la fibre, il y a les valeurs de la fonction et les valeurs de toutes les dérivées partielles successives jusqu'à l'ordre K de la fonction. Donc la fibre, c'est la valeur de la fonction et la valeur de toutes ces dérivées successives. N'est-ce pas? Et alors, il y a, donc, c'est l'ingrédient essentiel du théorème de transversalité de Thom. C'est un théorème qui se passe dans le fibré des KG. Ensuite, il y a le concept de transversalité. Voilà. Donc, on dit qu'une application F est transverse à un ensemble, à une variété. Une application F est transverse, donc F est transverse à une certaine variété W, à un espace lisse. Si si l'espace tangent à W, donc je fixe un point X, et puis je regarde f de X. Alors, il y a deux cas. Soit f de X appartient à W, soit f de X n'appartient pas à W. Si f de X n'appartient pas à W, c'est-à-dire si on évite W, alors on dit qu'on est transverse. Et si on n'évite pas W, c'est-à-dire si f de X appartient à W,
à ce moment-là, il faut que la somme des espaces tangents à W et l'espace tangent est l'image de la différentielle de f, de l'application linéaire tangente à f. Donc l'image de la différentielle de l'application linéaire tangente à f, il faut que cette image, cet espace vectoriel, plus l'espace tangent à W soit égal à l'espace tout entier. Ça, c'est la transversalité de Thom. Donc une application est transverse à un ensemble, à une variété, ou plus généralement à un ensemble stratifié, si donc l'espace tangent à l'ensemble W plus l'espace image d'une certaine façon de f engendre tout l'espace. C'est la transversalité. Et le théorème de transversalité de Thom, il dit que, eh bien, il dit que la transversalité est générique. C'est-à-dire, il dit que l'ensemble des fonctions f qui sont transversales à n'importe quel ensemble, à n'importe quelle variété ou à n'importe quel ensemble stratifié, alors c'est pas ouvert dense, c'est un petit peu plus faible, c'est seulement résiduel. Mais résiduel, c'est déjà très gros, c'est un ensemble très gros. Et l'ouverture, on pourrait presque dire, en mentant un tout petit peu, on peut dire ouvert dense. L'ouverture étant dans notre cas entraînée par d'autres propriétés. Donc, appliqué à notre cas, ça va être ouvert dense. L'ensemble des applications transverses à n'importe quelle sous-variété de l'espace des KG est ouvert dense. Donc, en fait, eh ben, ça c'est une question de transversalité. Hein. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Ben, il faut démontrer que l'ensemble, donc, alors, pour dire que ça évite complètement, là c'est une astuce qui est assez intéressante, hein. C'est que l'espace des KG, il est de grande dimension. Sa dimension, c'est la dimension de la base, plus la dimension de la fibre. Plus on augmente le nombre de dérivés, plus la dimension de la fibre augmente. Hein. Mais alors, imaginez que, vous voyez, vous partez d'un espace X, vous allez dans un espace Y, vous avez un ensemble W qui est contenu dans Y, et cet ensemble W, il est de très grande codimension. C'est-à-dire, la codimension, c'est la dimension de l'espace moins la dimension de l'objet. Alors, et X, il est de dimension fixée N. Lui, il est de dimension fixée M, et lui, il est de dimension fixée P, donc de codimension M moins P. N'est-ce pas? Alors, vous voyez bien que le fait que l'espace tangent, l'image de l'espace tangent, ça ne peut pas être de dimension plus que N. Ça ne peut pas être de dimension plus que P. Donc ça ne pourra jamais engendrer l'espace tangent si M est plus grand que N plus P. Donc dans ce cas-là, être transversal, dans cette situation où la dimension des fibres est très grande, être transversal, ça veut dire éviter. Donc en fait, il y a un mauvais ensemble à éviter. Et si ce mauvais ensemble est de codimension assez grande, ben, le théorème de transversalité de Thom vous dit automatiquement que l'ensemble des fonctions donc, dont le KG évite cet ensemble est ouvert dense. Et c'est précisément ce qui se passe ici. Étant donné un coût, hein, donc le mauvais ensemble, ça va être quoi? Ça va être l'ensemble des coûts qui sont tels qu'il y a des inactivations. Ok? Et je vais démontrer que cet ensemble des coûts qui sont tels qu'il y a des inactivations est de codimension grande dans l'espace des KG. Et à ce moment-là, j'applique le théorème de transversalité de Thom, et donc ce théorème de transversalité de Thom me dit qu'il ne peut pas y avoir d'inactivation si le coût est différentiel. Donc c'est juste ça l'idée de la démonstration. Alors après, si on veut rentrer dans le calcul, j'ai fait les calculs dans le cas de 1 degré de liberté, c'est pas tellement compliqué. Donc, pour faire les calculs quand même, j'ai déjà besoin du principe du maximum de contre-triagine un petit peu. Combien j'ai de temps, Hervé? Il te reste 20 minutes. Ouais, 20 minutes, quoi. Il faut quand même obligatoirement le principe du maximum de contre-triagine. Voilà. Vous voulez... vous avez un système différentiel avec des contrôles et vous voulez minimiser un coût intégral. Somme de 0 à t de j de xu dt. Alors à ce moment-là, le principe du maximum ou de Clark qui dit la chose suivante. Il dit que vous devez considérer le Hamiltonien suivant,
qui est donc moins lambda 0J plus PF. Lambda 0P, c'est le vecteur adjoint. Ça s'appelle le vecteur adjoint. Ce vecteur adjoint, il doit être non nul, il doit être jamais nul, n'est-ce pas? Et il y a deux conditions qui doivent être satisfaites. Les trajectoires optimales, donc les trajectoires optimales qui minimisent donc cette fonctionnelle le long des trajectoires de ce système, elles satisfont premièrement les équations de Hamilton-Jacobi par rapport à ce Hamiltonien, c'est la première chose. Et deuxièmement, elles satisfont que ce Hamiltonien H, qui est là, le long des trajectoires optimales, est toujours maximum par rapport au contrôle. Ok? Donc, on doit, si on veut minimiser une fonctionnelle comme ça, parmi les trajectoires d'un système de contrôle comme ça, on doit prendre ce Hamiltonien qui est là. On doit écrire les équations de Hamilton-Jacobi, n'est-ce pas? Et on doit écrire que le Hamiltonien le long des trajectoires solution de cette équation de Hamilton-Jacobi est toujours maximum par rapport au contrôle. Alors, si jamais il y a des choses qui ne sont pas lisses, à ce moment-là, il faut remplacer les équations de Hamilton-Jacobi qui sont là par des équations de Hamilton-Jacobi au sens de Clark, c'est-à-dire que les équations différentielles de Hamilton-Jacobi deviennent des inclusions différentielles et les dérivées doivent être comprises comme étant des dérivées au sens généralisé de Clark, n'est-ce pas? Mais c'est la contribution principale de Clark, c'est d'avoir montré que le principe du maximum de Pont-Triangine se généralise aux objets non lisses, et essentiellement à ceux qui ont une dérivée au sens de Clark et qui sont... Voilà, alors, pour montrer, c'est pas tellement difficile de montrer ça, puisque si j'ai une trajectoire optimale, elle doit satisfaire les équations de Hamilton-Jacobi, c'est ce que j'ai écrit là, H c'est le Hamiltonien, n'est-ce pas? Et puis, le Hamiltonien doit être maximum par rapport à U. Alors, le Hamiltonien il est là, je l'écris là en détaillant. Hein. Et puis bon, s'il me reste que 20 minutes, je ne vais pas détailler les calculs, mais juste en calculant et en écrivant que 0, en écrivant là-dedans que 0 est une solution de ce système d'équations, avec cette contrainte que le Hamiltonien doit être maximum par rapport à U, hein, eh bien, on arrive à caractériser un ensemble qui est effectivement de codimension infinie. Dès qu'on a un tout petit peu l'habitude de ces calculs, c'est à 1 degré de liberté, c'est complètement trivial. Je ne veux pas vous embêter avec les calculs et je n'ai pas le temps, mais donc c'est des calculs dans l'espace de G, c'est pas très complexe. À chaque fois qu'on utilise le théorème de transversalité de Thom, on est amené à faire ce genre de calcul et donc à calculer la codimension de certains objets dans des espaces de G. Donc à la fin, on n'arrive que pour que 0, l'inactivation, satisfasse les équations de Hamilton-Jacobi en même temps que le Hamiltonien est maximum en 0, précisément. C'est ça qui est crucial, pour qu'il soit maximum en 0, c'est ça que ça veut dire qu'il y a une inactivation. Et bien alors, les dérivées successives d'un certain nombre d'expressions qui dépendent des dérivées successives du cours et qui forment une variété dans l'espace de G, on arrive à démontrer que c'est ça forme une variété effectivement de codimensions de plus en plus grands quand on prend des ordres, des dimensions de la fibre de plus en plus grandes. Donc on applique le théorème de transversalité de Thom et on a démontré cela. C'est un théorème que si donc on veut sur un système mécanique comme ça, c'est d'ailleurs pas crucial que ce soit un système mécanique, si les trajectoires minimisent un coût qui est lisse, alors il ne peut pas y avoir d'inactivation. Or, on observe très clairement ces inactivations, toujours au même endroit. Et donc, ça veut dire que quelque part, ça veut dire obligatoirement que le coût minimisé est non lisse. Et donc que c'est quelque chose comme le travail absolu. Alors maintenant, eh bien, je vais minimiser le travail absolu. Et la deuxième partie du théorème, c'est la suivante. Voilà, la réciproque, c'est le principe d'inactivation. Donc,
je considère, alors,